L'échiquier international, bienvenue. Il y a 78 ans, le 6 août 1945, une bombe atomique à l'uranium était larguée vers la ville d'Hiroshima. 3 jours après, c'était au tour de Nagasaki d'être rayé de la carte par l'explosion d'une bombe fabriquée cette fois avec du plutonium, marquant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais surtout, l'utilisation de cette arme marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. Désormais, l'homme possède un moyen de destruction massive. L'arme en question a été expérimentée dans le cadre du plan Manhattan qui a mobilisé des milliers de chercheurs, dont un certain Robert Oppenheimer, qui a affirmé à l'acmé de sa vie avoir eu du sang sur les mains. En 1945, 3 bombes sont prêtes. La première est expérimentée le 16 juillet à Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Les 2 autres sont utilisées contre des villes japonaises où principalement des civils ont péri. Les Japonais continuent à commémorer cet événement phare avec de la pudeur qui leur sied, mais en leur donnant une texture particulière. Et d'un autre, les États-Unis. Aucune excuse à l'heure n'a été avancée. Les États-Unis est la seule puissance à avoir utilisé cette arme apocalyptique dans un contexte de guerre. Des États-Unis qui prêtent à d'autres l'emploi de cette arme, comme l'état-major russe contre les Ukrainiens actuellement, ou encore l'affaire des destructions, des armes de destruction massive en Irak. On parlera de tout ça et bien d'autres choses dans un instant. Le Japon commémore aujourd'hui le 78e anniversaire du bombardement atomique de Hiroshima par les États-Unis. Environ 140 000 personnes sont mortes dans cette ville du nord du pays. Le 6 août 1945 et 74 000 autres dans le bombardement atomique de Nagasaki 3 jours plus tard. Depuis cet intervalle de 78 ans, comment lire ce fait historique à l'aune des événements actuels? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le géopolitologue et analyste Nicolas Merkovitch. Bonsoir. Alors, pour rebondir sur votre point, oui, c'est un triste... On va commencer dans un instant, Nicolas, si vous le voulez bien. Juste avant, vous avez écrit plusieurs livres, dont un qui s'intitule L'Empire américain. Mais avant de lancer la discussion, Nicolas, je vous propose de revenir sur cette journée de commémoration à Hiroshima. On attend les images. Actuellement, le chemin à parcourir devient encore plus difficile en raison des divisions croissantes au sein de la communauté internationale sur le désarmement nucléaire et la menace d'armes nucléaires. Cependant, c'est précisément à cause de cette situation qu'il est important de ramener à nouveau la communauté internationale vers la réalisation d'un monde exempt d'armes nucléaires. Les dirigeants du monde entier doivent affronter le fait que la théorie de la dissuasion nucléaire est une folie et qu'il est nécessaire de commencer rapidement des efforts concrets pour nous conduire de notre dure réalité à un monde idéal. Nicolas Merkovitch, en voyant ces images de recueillement, on salue la mémoire des morts, mais étrangement, pas un mot sur l'auteur de l'acte en question, à savoir les États-Unis. Il y a une sorte de tabou à désigner les Américains derrière le bombardement atomique de Hiroshima et Nagasaki. Oui, même aujourd'hui, M. Gutiérrez, qui est le secrétaire général de l'ONU, n'a pas prononcé dans son hommage à ce drame qui a eu lieu au Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'a pas mentionné le nom de l'auteur des États-Unis. Il y a un véritable tabou, on n'ose pas parler dans l'Ouest de ce crime. C'est un crime de guerre, c'est un bombardement qui est évidemment contraire à toutes les lois de la guerre, tout le droit international. On ne peut pas utiliser une méthode de destruction si on pense que le mal qui va en sortir est pire que le bien militaire qu'on pourrait en tirer. Or, nous savions à l'époque, et en tout cas aujourd'hui on le sait de manière sûre et certaine, c'est que le Japon n'allait pas pouvoir résister encore longtemps. Les États-Unis n'avaient pas besoin de lancer ces bombes, et ces 2 villes, Hiroshima et Nagasaki, qui ont été littéralement détruites, sont 2 crimes de guerre majeurs pour lesquels aucun militaire américain, aucun homme politique américain n'a été condamné. J'aimerais juste
rappeler cette anecdote, qui n'est pas vraiment une anecdote, mais c'est dans ses mémoires, dans un documentaire qui s'appelle Fog of War, le brouillard de la guerre. Curtis LeMay, qui était lieutenant général, qui a travaillé sous les ordres, Robert McNamara, qui était lieutenant général, qui a travaillé sous les ordres de Curtis LeMay, qui était responsable des bombardements atomiques au Japon, a dit en fin de vie qu'il avait du sang sur les mains, qu'il s'était comporté, il citait LeMay en disant, LeMay disait que nous nous comportions comme des criminels de guerre et que si les États-Unis avaient perdu la guerre, ils auraient été condamnés pour crimes de guerre. Donc ceux mêmes qui ont organisé ce massacre terrible savaient le mal qu'il avait fait. Et aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est on regarde des images, mais on a l'impression qu'on n'a rien retenu de ces images. Et en tout cas, ce qui est désolant, c'est de voir que les responsables de cette attaque ne sont pas désignés et n'ont pas été condamnés. Alors, Nicolas Merkovitch, je l'ai dit, vous avez écrit un livre sur les États-Unis, l'Empire américain, tel est le titre. Un pays que vous connaissez bien, mais pour mieux peut-être connaître l'événement ou le pouvoir qu'a cet événement, vous avez aussi été témoin des bombardements sur l'ex-Yougoslavie, le pays de votre père. L'Amérique, en utilisant de l'arme nucléaire, change de tout au tout l'approche militaire de la guerre. Oui, je voudrais quand même aussi rappeler une chose, c'est qu'on parle beaucoup de ces bombardements parce qu'ils étaient atomiques. C'était les premiers bombardements atomiques lancés par une puissance. Les derniers aussi, j'espère que ce seraient les derniers de l'histoire de l'humanité. Mais n'oublions pas que cette méthode de massacre de civils a été employée par les États-Unis et par les Alliés, par les Allemands aussi, hein, mais on en parle beaucoup plus évidemment quand il s'agit des Allemands, mais pendant l'ensemble de la guerre, les bombardements des Alliés, des États-Unis, des Anglais sur la France pendant la Deuxième Guerre mondiale sont à l'origine de plus de 70 000 personnes. 70 000 personnes ont été tuées en France, dont les 2 tiers étaient des civils, dont des bombardements aveugles de la part des Américains, des Britanniques. Dresde, en Allemagne, il y a 100 000, les chiffres tournent autour de 100 000 personnes qui ont été tuées par des bombardements qui n'étaient pas atomiques, mais par des bombardements massifs. Donc cette technique de bombarder des civils n'est pas quelque chose de nouveau dans la stratégie américaine, et j'en ai fait vu moi-même dans les années 90 en ex-Yougoslavie et à Belgrade en 1999, cette stratégie des États-Unis et également de l'OTAN de bombarder des structures civiles. Pendant la guerre de 1999, guerre illégale que l'OTAN a déclenchée sans aucun mandat des Nations Unies, ce sont essentiellement des structures civiles qui ont été tuées. Et ce sont essentiellement des structures civiles qui ont été détruites et des civils qui ont été tués par les bombardements des États-Unis et aussi des alliés des États-Unis qui font partie de l'OTAN. Donc c'est une technique et on ferme les yeux. Quand les Allemands font ça, on le condamne à juste titre. C'était horrible ce qu'ils ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont aussi fait des bombardements aveugles, mais on ne se rend pas compte, en Occident en tout cas, que nous employons les mêmes méthodes pour faire peur à la population, pour essayer de faire abdiquer le pouvoir en place, et que ce sont des crimes de guerre. Et le drame dans cette histoire est que nous avons réussi à condamner les crimes de guerre des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais nous n'avons réussi à condamner aucun crime de guerre commis par les États-Unis ou leurs alliés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et les chiffres du nombre de morts qui sont la cause de ces différentes guerres se chiffrent en millions. Je rappelle cette étude de l'Université de Brown, du Watson Institute. Les guerres américaines et de l'OTAN, essentiellement depuis le début de ce siècle, donc depuis 2001 et les attentats du 11 septembre, sont à l'origine de plus de 2 500 000 morts. Qui parle de ces morts? Principalement musulmanes. Hein. Principalement musulmanes. En Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, personne ne parle. Ce sont des morts qui ne comptent pas. Les civils, le chiffre officiel de l'Institut Watson est de 1/3 du civil. Donc on n'est pas proche du million de morts civils. Qui en parle? Personne n'en parle. Et c'est un véritable drame, c'est une honte, et cela doit nous inspirer la crainte. Pourquoi est-ce que dans un monde où on a établi un droit international, certains États seraient au-dessus de ce droit, et comment peut-on fermer les yeux sur ces centaines de milliers de personnes qui ont été tuées? Et je ne parle que des guerres menées depuis le début de ce siècle.
c'est quelque chose qui est ahurissant et qui doit nous réveiller parce qu'on ne peut pas continuer dans cette voie-là. Qui sont les prochains ? Nikola Merković, que les autres condamnent, c'est une chose, mais comment expliquer l'attitude des Japonais qui sont résignés face à ce drame? Pourtant, ils l'ont vécu dans leur chair. Beaucoup de familles ont été soit décimées, soit touchées. Comment vous expliquez cette attitude des Japonais qui ne condamnent pas directement les Américains ou qui ne réclament même pas des excuses? Les États-Unis ont transformé l'Allemagne et le Japon après-guerre en véritable protectorat. Ce ne sont pas les seuls pays protectorats. N'oublions pas que le Japon a été occupé de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1953 par les Américains, et que les Américains, et on le sait aujourd'hui, et je le parle dans mon livre L'Amérique Empire, les Américains ont mis en place le Parti libéral-démocrate, qui a été un parti qui a été au pouvoir quasiment jusque dans les années 90, et ils se sont assurés qu'au Japon, comme en Allemagne, il y aurait toujours un parti politique au pouvoir qui serait pro-américain. Les Américains ont encore des bases militaires au Japon. Pourquoi ? 50 000 hommes. Pardon ? Il y a encore 50 000 hommes, 50 000 hommes stationnés au Japon. La guerre s'est terminée il y a plus de 70 ans. Il y a encore des dizaines de milliers, 50 000 soldats américains. Pourquoi ? Quand on a ces soldats dans un pays étranger, c'est en général parce qu'on est en train d'occuper ce territoire. Et le Japon a été occupé et les États-Unis se sont assurés que le Japon suivrait la ligne de la ligne politique de Washington. À l'époque, les États-Unis avaient peur de la Chine. Encore de nouveau aujourd'hui, pour d'autres raisons, les États-Unis ont peur de la Chine. Ils occupent le Japon et les Japon n'ont pas recouvert leur liberté, tout simplement. Alors, en début d'émission, on a entendu le Premier ministre Fumio Kishida et le gouverneur de la préfecture d'Hiroshima, Hideko Yuzaki, qui ont mentionné la Russie. Il y a, semble-t-il, une relecture des faits à l'aune du contexte actuel. Oui, les Japonais se font bombarder par les Américains et ils partent de la Russie. Il y a quelque chose, voilà, je ne sais pas s'il y avait un pistolet sur la tempe ou un couteau sur la gorge que nous ne voyions pas, mais ce genre de discours est complètement consternant. Aujourd'hui, le seul pays au monde à avoir employé ces bombes, ce sont les États-Unis. Et personne n'ose en parler, on n'ose plus trop en parler, on part du passé, on dit qu'on ne veut plus que ça revienne. Or, les États-Unis, comme je le disais il y a quelques instants, sont à l'origine de plusieurs centaines de milliers de morts, et on peut le dire ouvertement, plusieurs millions de morts depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce que si on rajoute les guerres du siècle dernier au Japon, en Corée, des émissions au Guatemala, en Afrique, au Congo, dans ces différents pays, l'ingérence américaine est à l'origine de millions de morts dans le monde. Et je conseille la lecture du livre de William Bloom, qui est lui-même un Américain et qui a fait la cartographie de toutes ces guerres et de tous ces morts. Parler de la Russie aujourd'hui n'est pas le sujet. Je pense que si on veut retenir quelque chose, clairement, je pense que les nations du monde doivent s'accorder sur la destruction, je pense, de ces bombes nucléaires. On sait que les pays l'ont parce qu'ils disent que c'est pour se protéger, mais on voit le mal et le désastre et le massacre. Et je pense que là, il y a suffisamment de bombes nucléaires aujourd'hui sur Terre pour détruire la Terre. Donc c'est un sujet qui doit être pris au sérieux. Et entre toutes les nations, et pas, il faut en désigner une seule dans ce jour sinistre. De surcroît, la Russie, je pense que c'est maladroit de la part des Japonais, c'est essentiellement politique, et ça ne fait pas très sérieux. Le sujet du nucléaire et des armes nucléaires est extrêmement sérieux, et on doit faire attention parce que jamais, de nombreux spécialistes s'accordent pour le dire, on n'a jamais été aussi proche d'une nouvelle guerre mondiale, on n'a jamais été aussi proche de l'usage de ce type d'armes. Donc, plus que jamais, au lieu de pointer les pays du doigt, Alors justement, pour les plus âgés qui s'en souviennent, l'utilisation de l'arme nucléaire en ce 6 août 1945 sur la ville japonaise a poussé le monde post-Deuxième Guerre mondiale, donc durant la guerre froide, à s'engager vers la course aux armes nucléaires entre Washington et Moscou, bien sûr, mais aussi entre d'autres pays comme l'Inde et le Pakistan ou encore l'Ukraine et la Russie aujourd'hui, puisqu'il y a encore cette menace qui pèse dans le conflit actuel.
Oui, on n'est pas à l'abri de voir une bombe nucléaire. On ne sait pas quelle sera l'issue de la guerre. Il est possible, peut-être pas probable, mais il est possible que ce type d'armes soit utilisé dans le conflit russo-ukrainien. Enfin, on devrait dire russo-otano-kievien pour être tout à fait exact. Ce risque n'a pas disparu. Loin de là, il n'a jamais été aussi présent. C'est pour ça qu'il est important, lors de cette journée de commémoration, de rappeler qu'il faut mettre tous les possesseurs de bombes nucléaires autour de la table et, je pense, entamer un dialogue pour réduire significativement leur usage. Le problème, c'est que c'est presque trop tard. Là, on est rentré dans un conflit mondialisé qui est circonscrit essentiellement autour de l'Ukraine aujourd'hui, mais on voit bien aussi qu'il y a des soubresauts en Afrique et avec de l'ingérence étrangère qui peut aussi faire tache d'huile et se transformer en guerre locale, guerre continentale et pourquoi pas plus tard guerre mondiale avec tous ces différents conflits et différentes alliances qui se mettent en place. C'est un peu tard de venir maintenant. Les pays qui ont ces bombes nucléaires et qui sont en guerre veulent surtout pas s'en débarrasser. Ils veulent les garder parce qu'ils vont peut-être s'en servir. Si on investit dans ce type de munitions, c'est qu'on se dit qu'un jour on aura peut-être à s'en servir pour défendre ses intérêts et c'est un peu tard de le faire maintenant. Je trouve. Mais revenons à cette question que vous avez étudiée notamment dans un de vos ouvrages, l'Empire américain, et cette présence américaine au Japon. Je voudrais qu'on s'y attarde un peu. Il y a des mouvements de contestation japonais contre la présence de ces bases américaines, notamment celle d'Okinawa, dont l'ancien Premier ministre Feu Shinzo Abe, qui à la fin de son mandat avait commencé à dire aux Américains que peut-être il était temps de tourner la page de l'histoire. Malheureusement, il n'a pas pu perdurer dans cette posture puisqu'il a été tué dans des conditions un peu obscures. Donc finalement, ce Japon est plein de nuances face à cette position américaine ou cette politique étrangère vis-à-vis des États-Unis. Elle est soumise. Le Japon est soumis. Comme l'Allemagne est soumise, comme l'Europe de l'Ouest. N'oublions pas, c'est Zbigniew Brzezinski, dans le Grand Échiquier, dit que globalement l'Europe de l'Ouest est un protectorat américain. Et il inclut là-dedans, quand il parle du Japon et de l'Asie, il dit que le Japon est un pion américain. Ce n'est pas tout à fait l'expression qu'il emploie pour le Japon, mais ça revient au même. Les États-Unis, la façon de travailler des États-Unis et de l'État profond américain, de s'assurer dans les différents pays, entre guillemets, alliés, qu'au pouvoir, il y ait des personnes qui soient alignées sur la politique américaine. C'est ce qu'ils ont mis en place au Japon et c'est pour ça que les politiques japonais acceptent la présence des militaires. Je pense que la plupart des Japonais, eux, voient ça comme une humiliation. Il n'y a aucun intérêt, plus de 70 ans après la guerre, d'avoir des soldats ennemis. N'oublions pas, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, que les Américains ont tué des centaines de milliers de Japonais. Alors, pardon. D'aucuns nous disent que justement l'arme nucléaire, ce qui s'appelle la doctrine nucléaire, qui a changé de tout au tout à l'approche militaire, l'arme nucléaire pousserait un monde en paix puisqu'il y aurait la dissuasion nucléaire de toutes les parties. Donc finalement, l'arme nucléaire équilibrerait le monde. C'est en tout cas ce que certains défenseurs de l'arme en question poussent comme argument. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ce qu'on a beaucoup de personnes ont cru. A priori, on n'attaque pas un pays qui a une arme nucléaire, des vecteurs capables de les envoyer. Mais on a bien vu que l'OTAN, les États-Unis n'ont pas hésité à organiser des révolutions de couleurs, à organiser dans des pays limitrophes de la Russie, qui a la bombe nucléaire, que les États-Unis et l'OTAN ont lancé plus d'une quarantaine d'exercices militaires avant février 2022 sur la frontière de la Russie. Pourquoi ces provocations ? Pourquoi, après avoir promis à la Russie que l'OTAN ne s'approcherait pas un pouce des frontières russes, pourquoi est-ce que l'OTAN a englobé l'ensemble, une bonne partie en tout cas, de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est ? Je pense que cette doctrine qui consiste à dire que la puissance nucléaire permet d'éviter la guerre parce qu'on ne s'attaque pas à des puissances nucléaires, vaut si vous avez des hommes sages au pouvoir. Or, les néoconservateurs américains qui sont en train de voir leur empire se déliter se font mènent une politique de folie.
Ils ont perdu la raison. L'Empire américain a beaucoup de mal en ce moment. Il n'a jamais eu autant de mal depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est plus ce grand colosse qui impressionne tout le monde. Le dollar est en train de s'affaiblir. Il y a des concurrents. Normalement, les États-Unis devraient dire, sans pour autant dire notre temps est venu, parce qu'on peut comprendre que l'orgueil les en empêche, mais dire on va peut-être revoir notre voilure, on va peut-être être moins gourmand. Mais là, nous avons des personnes qui sont à la Maison-Blanche, qui sont certaines aussi certaines au Pentagone, qui cherchent la guerre et qui n'ont pas peur d'aller provoquer une puissance nucléaire qu'est la Russie. Et n'oublions pas derrière aussi la Chine, qui est le but ultime des néoconservateurs américains qui ne veulent pas de concurrents sur le continent eurasiatique. Et cette doctrine nucléaire ne marche plus avec des personnes qui ont perdu l'argent et qui sont au pouvoir. Alors Nicolas Merkovitch, même du côté américain, il y a une lecture un peu spécieuse de l'arme nucléaire en question, puisqu'actuellement, je ne sais pas si c'est fait exprès ou le hasard fait bien les choses, il y a le film de Christopher Nolan qui sort sur les écrans qui s'appelle Oppenheimer, tout simplement, Oppenheimer. Pour réussir, grâce au cinéma qu'il maîtrise depuis le début du XXe siècle, à faire passer des messages politiques. Ils s'en servent. Il y a une collusion directe entre les agences de renseignement américains et Hollywood. On sait que l'armée aussi finance ou donne du matériel à certains cinéastes de Hollywood pour faire si les scripts sont conformes à la politique atlantiste. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui sont des films de pure propagande. Et nous, on regarde ça comme si c'était un film de divertissement. Celui qui n'a pas la grille de lecture, celui qui n'a pas lu des livres d'histoire ou qui n'a pas une bonne formation académique ou scolaire, ne comprend pas. Est-ce que vous avez vu le film ? J'ai pas encore vu le film. Je pense que je vais le voir parce que beaucoup de personnes en parlent, mais ça ne m'étonne absolument pas. Et il y a plein de films où les Américains vont raconter une version de l'histoire sans tout raconter. Ils vont faire de Pearl Harbor. Si vous prenez le film Pearl Harbor, par exemple, on va avoir une scène terrible. Et si on ne vous raconte pas ce qui s'est passé avant Pearl Harbor ni ce qui s'est passé après, et que vous voyez que la scène de Pearl Harbor, vous avez une vision ultra manichéenne de la guerre entre les États-Unis et le Japon, sortir leur passé. Et il y a quasiment, évidemment, très peu de films, alors ce sont des films d'auteurs qui parlent du mal et des crimes de guerre commis par les États-Unis. Alors Nicolas Merkovitch, les pays possédant l'arme nucléaire sont connus, mais certains refusent jusqu'à présent de signer le traité de non-prolifération des armes nucléaires, dont les États-Unis, ou comme l'entité sioniste et l'affaire de la fameuse base nucléaire de Dimona, dont on ne sait pas exactement où elle est, on a toujours refusé justement de dépêcher là-bas des inspecteurs de l'AIEA, alors que pour l'Irak, ça n'a pas duré autant de temps. Il y a, comme vous le disiez, une espèce de poids, de mesure par rapport à cette affaire du nucléaire. Oui, il y a une hypocrisie mondiale sur le sujet. Certains pays, on sait aussi que les États-Unis ont tout fait, par exemple, pour que la France n'ait pas la bombe nucléaire, et De Gaulle a dû se battre pour que la France en dispose, et les Américains ont mis beaucoup de bâtons dans les roues, et depuis, les États-Unis ont fermé les yeux. Il y a un deux poids, deux mesures, selon qui a cette bombe ou qui ne l'a pas, et en effet, l'Irak a subi des inspections, deux guerres, seulement parce que les États-Unis avaient déclaré qu'il y avait des armes de destruction massive. On n'a pas employé la même méthode pour bien d'autres pays ces dernières années. Et je pense que c'est aussi l'hypocrisie occidentale et ce deux poids, deux mesures, mais qui va se retourner contre eux. Parce que je suis obligé de vous couper, Monsieur Merkovitch. Merci pour tous ces éclairages. On arrive malheureusement à la fin. J'aurais aimé vous garder un peu plus, mais malheureusement, je dois rendre l'antenne. Merci pour toutes vos explications et vos éclairages. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. La suite des programmes sur Al24 News, c'est maintenant. Merci.